Sur X, on est à 56% de oui, et c'est le seul réseau sur lequel c'est le cas, parce que sur les deux autres, on est à 57% de non sur Insta et à 58% de non sur Facebook. Donc, on ne peut pas dire que notre Non. public est vraiment tranché sur cette question, et on va demander son avis à notre invité, Gérard Vespierre. Bonjour. Bonjour à vous. Géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. Qu'est-ce que vous en dites de ça, Gérard Vespierre? Le Royaume-Uni, donc, qui déclare officiellement qu'Israël ne commet pas de génocide. Est-ce que ça peut convaincre d'autres pays d'aller dans ce sens? Écoutez, je pense que tout d'abord, il faut se pencher sur la définition du génocide, n'est-ce pas? Et il y a une définition très claire de l'ONU qui dit que le génocide est la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et en quoi, je vous pose la question, mais je vais donner la réponse, en quoi Israël peut-il être accusé d'une telle procédure? C'est un non-sens absolu. Par contre, ceux qui utilisent ce vocable à l'encontre d'Israël, eux ont une stratégie de démolition. Et c'est ces gens-là qui devraient être accusés et poursuivis. Mais c'est surtout une action médiatico-politique. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et on trouve ce glissement sémantique, rhétorique de communication dans tous les compartiments, hélas, de la communication. Quand on parle de profanation dans des cimetières chrétiens ou juifs, parce qu'il y a eu des tags, ce ne sont pas des profanations. Les profanations, c'est mettre à nu, si je puis dire, un cercueil et le défunt. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, on utilise à outrance le mot avec exagération, comme effectivement il y a hélas, de très nombreux morts à Gaza, trop nombreux, mais on passe de cette situation de guerre à une situation de génocide. Et c'est cette utilisation médiatique-là qui, à mon humble, très humble avis, devrait être poursuivie. Donc, les pays qui condamnent le génocide, enfin, qui utilisent le mot génocide, le font à dessein politico-médiatique et non pas dans la réalité. Alors, le Royaume-Uni en lui-même, en tout cas, c'est une prise de position qui est une évolution notable. Le gouvernement britannique s'en tenait jusqu'ici à affirmer que seules les juridictions compétentes allaient statuer sur cette question. Et là, à la veille de cette visite du président israélien Yitzhak Herzog, le gouvernement a clairement et officiellement établi qu'Israël ne perpétuait pas de génocide dans la bande de Gaza. Pourquoi ce changement, à votre avis, dans la position officielle du Royaume-Uni? Ah, ce n'est pas un changement, n'est-ce pas? Parce qu'en changement, on change de position. C'est un léger glissement diplomatique où le Royaume-Uni a commencé à dire je ne sais pas, et maintenant il dit il n'y a pas. Donc, voyez-vous, c'est un glissement, mais je pense que si on prend un petit peu de recul, cela est à mettre en comparaison avec la position du Royaume-Uni vis-à-vis de la création d'un État palestinien, n'est-ce pas? Voilà. Donc, d'un côté, on avance dans une stratégie, de l'autre côté, eh bien, on fait un pas de côté ou un pas en arrière. Donc, il y a un souci d'équilibre diplomatique dans le traitement de la question globale israélienne. Justement, Gérard, vous me donnez l'occasion de parler avec vous de cette fameuse Assemblée générale de l'ONU, au cours de laquelle la France, le Canada, l'Australie et un certain nombre d'autres, et la Belgique avec certaines conditions, ont annoncé vouloir reconnaître l'État de Palestine. Est-ce que ça va changer quelque chose au paysage géopolitique de la région? Écoutez, alors, deux réponses. La première, c'est, je trouve à nouveau que la sémantique utilisée est totalement inadaptée. On ne peut pas reconnaître un État qui n'existe pas. Un État a des frontières, un État a un chef d'État, a un système constitutionnel en place, a des représentants intérieurs, éventuellement a une monnaie, etc., etc., etc. Donc, les pays en question et les 143 autres qui ont déjà pris cette option à l'ONU peuvent être en faveur de la création d'un État palestinien. Mais en aucun cas, à mon humble avis,
il y a la possibilité de reconnaître un État qui, sur le plan, je dirais, juridique et global, international, n'existe pas. Donc, effectivement, ça peut être une étape à l'ONU cette semaine d'accroître, de faire passer pratiquement à 150 pays en faveur de la création d'un État palestinien. Donc, la pression internationale sur Israël s'accroît. Alors justement, cette pression internationale sur Israël, est-ce qu'elle a vraiment beaucoup de poids, Gérard Vespierre, sachant qu'Israël se sent finalement tout seul dans cette bataille, si ce n'est le soutien américain. Donc l'ONU, de toute façon, n'est pas connue pour ses positions pro-israéliennes depuis des années. Non, mais je pense que c'est une situation avant tout effectivement régionale. Et un jour, peut-être, le peuple israélien sera amené à se prononcer soit directement, soit indirectement sur cette question, car une partie de la population est plutôt favorable à une organisation de la vie entre Israéliens et la vie collective entre Israéliens et Palestiniens dans ce cadre-là d'une séparation je dirais, étatique. Donc, il n'y a pas que l'international, il y a aussi à l'intérieur d'Israël des voix qui sont en faveur. Souvenons-nous de 1993, n'est-ce pas? Donc, il y a eu déjà des cheminements à l'intérieur d'Israël en faveur, effectivement, de la constitution d'un État palestinien. Alors, ce qui pose problème, et ce qui est sur toutes les fois qui pose problème, en tout cas, ce qui est sur toutes les bouches aujourd'hui, c'est cette attaque contre les dirigeants du Hamas au Qatar. Est-ce que là aussi, ça va changer quelque chose, Gérard Vespierre, aux positions des différents pays vis-à-vis d'Israël? Non, je ne crois pas. Est-ce que l'élimination des précédents dirigeants du Hamas, soit qui ont eu lieu à Gaza, soit qui ont eu lieu à Téhéran, n'est-ce pas, a changé quoi que ce soit? Et la situation au Qatar, il n'y a pas de Qatari qui a été atteint, tué pendant cette opération. Donc il y a une protestation, je dirais, logique, normale, diplomatique parce qu'il y a eu effectivement violation de l'espace et de la souveraineté qatari par Israël au niveau donc du droit international de l'espace aérien et de son territoire. Mais après cet effet de souffle diplomatique, il n'y a à mon avis aucune conséquence stratégique à attendre parce qu'on a aussi besoin du Qatar dans le processus d'apaisement, le processus de médiation avec le Hamas. Justement, Gérard Vespierre, ça sera ma dernière question. Contre toute attente, même si le Qatar a menacé Israël de représailles après cette attaque et menace de riposter, il a quand même annoncé également qu'il continuerait à assurer son rôle de médiateur pour faire cesser la guerre à Gaza et faire libérer les otages. Ça vous a étonné? Non, pas du tout, voyez-vous, parce que c'est effectivement, ça rejoint l'analyse que je viens de faire il y a quelques secondes. Il n'y a aucun acte vraiment tourné vers le Qatar, mais il n'y a aucun blessé qatari, aucun mort qatari. C'est vraiment un ciblage comme les moyens militaires ou des services secrets d'Israël savent faire. Donc, je crois que le mauvais moment à passer, c'est quelques jours, quelques semaines, mais cela va aussi, je dirais, être effacé avec le temps. Et le Qatar entend maintenir sa position internationale d'investisseur mondial et aussi donc de médiateur important dans la situation actuelle régionale. Alors effectivement, les pays arabes de la région ont tout de même critiqué cette attaque, même si elle était très ciblée, comme vous venez de l'expliquer, Gérard Vespierre. Celui qui a été très prompt aussi à la critiquer, c'est Emmanuel Macron, qui a été le premier dirigeant occidental à dire les frappes israéliennes au Qatar sont inacceptables, quel qu'en soit le motif. C'est bizarre tout de même de voir le président français trouver que aller éliminer des dirigeants du Hamas, c'est inacceptable. Bah, écoutez, je pense que c'est surtout la méthode, n'est-ce pas? S'il y avait eu un attentat comme il y en a eu dans d'autres pays de la région mené par le Mossad, par exemple, sans employer des moyens militaires, c'est l'emploi de moyens militaires officiels dans un pays officiellement indépendant qui fait ce choc diplomatique, n'est-ce pas? Donc il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il y a eu des moyens militaires officiels. Donc voilà, c'est une
je dirais, critique aussi officielle, diplomatique de la France, parce qu'il y a eu une exposition, effectivement, de moyens d'État dans cette opération-là. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous, géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Bonne journée à vous, à très vite. Merci, Lisa. Au revoir. Merci pour cet éclairage.